Et on va évoquer la situation en Ukraine qui entre dans sa 5e année de guerre, un bilan humain extrêmement lourd. On parle de plus d'1,3 million morts de part et d'autre, 20% de l'Ukraine occupée désormais par l'armée russe qui ne cesse de progresser, et un président Zelensky qui lui a évoqué aujourd'hui l'importance pour les Ukrainiens d'avoir une date claire d'accession à l'Union européenne. On l'écoute et on va voir ce que vous en pensez. Il est important pour nous d'avoir une date claire de notre accession à l'Union européenne. C'est très important dans le cadre du processus diplomatique en cours, de tous les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre. Ce n'est pas un simple souhait, c'est une compréhension claire de la façon dont Poutine agira. S'il n'y a pas de date, s'il n'y a pas une telle garantie, il trouvera le moyen de bloquer l'adhésion de l'Ukraine pour des décennies en divisant l'Europe. Nous devons nous protéger de cela. Voilà pour cette intervention du président Zelensky. Il réclame cette entrée dans l'Union européenne. Elle est souhaitable selon vous? Elle est souhaitable à court terme, Général Pierre de Villiers? C'est un sujet qui n'est pas nouveau. Avant la guerre, c'était déjà le cas. Je rappelle que la guerre a commencé en 2014. Je me souviens du format Normandie auquel j'ai participé. Les premières réunions, on essayait d'instaurer déjà à cette époque une paix. Le problème de l'adhésion à l'Union européenne, c'était la corruption du pays qui empêchait, puisqu'ils étaient très très loin des critères qui sont faits pour ça. Donc je ne suis pas sûr que là-dessus il y ait eu tant d'améliorations que cela. Ensuite, moi mon objectif, en tout cas c'est celui que je recommande, c'est la paix. Il faut arrêter cette boucherie. Il n'y a aucune solution militaire à cette situation de la guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Bien sûr, il y a un agresseur, c'est les Russes. Bien sûr, aujourd'hui, c'est M. Poutine qui ne veut pas aller à la négociation parce que je pense qu'il veut terminer le travail et occuper la totalité du Donbass. Mais seule la paix est souhaitable pour les deux parties et pour l'Europe et pour nous aussi, parce que cette guerre coûte très cher et elle divise les pays européens. Et finalement, en réfléchissant, qui a un peu gagné dans cette guerre? Les États-Unis. Ils gagnent. Ils vont gagner beaucoup de marchés de reconstruction, ils ont gagné beaucoup de marchés d'exportation d'armes, croyez-moi, parce que le réarmement, suite à cette guerre, ils ont pris une bonne part grâce à l'OTAN, parce que c'est plus simple quand on est dans l'OTAN d'acheter du matériel américain pour l'interopérabilité. Ils divisent les Européens, on le voit bien, et ils annihile en partie, pour à mon avis, entre 5 et 10 ans, l'armée russe. Donc il faut aussi se méfier des Américains dans ce dossier, de mon point de vue. Nous, les Européens, nous, les Français, nous avons intérêt à cette paix. Ça doit être l'objectif stratégique majeur. Et il faut arriver à ce que les deux protagonistes se mettent autour de la table. Très intéressant ce que vous dites, Général Pierre de Villiers, parce que ce qu'a dit le général Mandon il y a quelques jours, le 3 février dernier, c'est justement l'inverse. Il dit c'est le retour de la guerre. Écoutons ce qu'il a dit. La période est aussi au retour de la puissance et de l'affrontement. C'est-à-dire que pendant longtemps, je pense qu'on a considéré, en tout cas moi j'ai grandi dans une génération où on avait la chance d'être en paix, et c'était très bien. Aujourd'hui, on se prépare à la guerre. Et le retour de la guerre, c'est la perspective de l'affrontement et le retour de certaines vérités, la nécessité de contrôler des espaces entiers. Et là aussi, on a vu que la Russie, qui aujourd'hui progresse militairement en Ukraine, a malgré tout perdu au plan stratégique, puisque l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN marque une évolution claire pour la Baltique qui se ferme à n'importe quel moment si on le souhaite. Cette mer qui n'était pas totalement maîtrisée par l'OTAN, aujourd'hui l'est. Et pour la Russie, c'est une mauvaise nouvelle. Pour le général Mandon, chef d'état-major des armées, le poste que vous avez occupé, on se prépare à la guerre ou il faut la paix, général de Villiers? Non, il faut la paix entre les Ukrainiens et les Russes. Et nous, il faut se préparer à la guerre
parce que effectivement, nous sommes dans un nouveau monde, et peut-être c'est la troisième rupture stratégique depuis 1945. On a eu la chute du mur de Berlin, fin du monde bipolaire 89, l'apparition du terrorisme de masse 2001, et aujourd'hui, on a un retour du monde bipolaire avec d'un côté une alliance baroque de gens qui n'ont rien en commun sauf une seule chose qui suffit à les unir, la haine de l'Occident et du grand Satan américain, et de l'autre, l'Occident avec les Américains qui nous abandonnent alors que nous sommes alignés sur eux et protégés sous leur parapluie, et l'Europe orpheline, désarmée. Voilà la situation. Et c'est pour ça qu'il faut réarmer, parce qu'encore une fois, je le dis, et je le dis à temps et à contre-temps, la force est attirée par la faiblesse. La faiblesse attire la force. Nous étions dans la force du droit et nous sommes dans le droit de la force. On peut le regretter, mais on ne peut pas le contester. C'est le monde d'aujourd'hui et de demain. Et donc on ne peut pas faire comme si on ne le voyait pas, et il faut accélérer ce réarmement. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a beaucoup de paroles et pas assez d'actes. Sur Notre-Dame de Paris, on a été capable d'adapter nos lois, d'adapter notre organisation, et en 5 ans de reconstruire quelque chose qui, autrement, avec le rythme de temps de paix habituel, si je puis dire, aurait mis 20 ou 25 ans. Alors pourquoi cette économie de guerre, on n'est pas capable d'accélérer? Pourquoi, pour obtenir un équipement, on met toujours 10 ans avec les procédures infernales et ce trilogue qui ne fonctionne pas bien, qui fonctionne comme en temps de paix? On n'est pas en économie de guerre. C'est pour ça que moi j'ai écrit ce livre, parce que je ne comprends pas, entre la situation internationale extrêmement volatile, incertaine, et où on peut parler du retour de la guerre, ne serait-ce qu'en Europe avec l'Ukraine, mais on pourrait parler de l'Iran, on pourrait parler du Proche et Moyen-Orient, on voit la situation en Afrique, regardez au Mexique, enfin, tout est en train de se déglinguer dans le monde, et nous, on est dans l'élection municipale et on prépare les présidentielles. Et il y a déjà, à droite, 10 candidats déclarés, et à gauche, 7 ou 8. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. La guerre est à nos portes. Donc nous sommes endettés, gravement endettés. Comment va-t-on faire pour réarmer? Je pense que ce serait préférable d'avoir ce débat-là que de parler du projet de loi pour l'euthanasie. Franchement, l'urgence, elle est plutôt là. Et je m'aperçois qu'en fait, on fait des grands discours sans arrêt, mais derrière, rien n'est fait sur le plan structurel dans notre organisation pour notre pays et notre Europe. On est toujours sur cette Europe fédérale qui ne dit pas son nom, parce que c'est ça qu'on nous prépare, et on refuse de prendre le tournant de la coopération européenne en matière de défense avec des projets interétatiques à géométrie variable, où on met les choses à plat pour avancer. On n'est pas capable de construire un avion, un bateau ou un char européen. Et les pays européens continuent à acheter américain. Ça, vraiment, je ne comprends pas. Alors, une question d'Éric Nolot au général Pierre Denis. Le réarmement, ce n'est pas seulement militaire, c'est le réarmement moral. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une erreur d'avoir abandonné cette idée que l'armée était une puissance d'intégration, qu'elle avait un rôle social, puisque vous êtes réclamé du maréchal Lyautey? On n'en entend plus beaucoup parler de cela. Oui, on voit les dégâts de la fin de la conscription. Alors, ce n'est pas ça qui a créé les fractures, mais ça les a amplifiées. Avant, ce creuset qui ne concernait que 200 000 soldats sur une classe d'âge de 800 000, c'était quand même un quart de la population de notre jeunesse. Aujourd'hui, il n'y a même plus ça. Et comme l'éducation nationale ne veut pas assumer ce rôle de creuset national, et que dans les familles de plus en plus explosées, eh bien il n'y a plus cet amour de la patrie, eh bien nous avons cette situation où finalement il y a des zones de notre pays, non seulement où on n'aime pas la France, mais même on apprend à haïr la France. Donc c'est absolument terrifiant. Alors c'est pas le rôle de l'armée de faire la mission de l'éducation nationale ou des services sociaux ou des familles ou de la société ou des hommes politiques, mais en l'occurrence, le service militaire qui existait contribuait largement à se creuser. Et ce creuset, c'est fondamental parce que lorsqu'il y a une situation dramatique, on l'a vu avec l'Ukraine, l'union nationale, l'amour de son pays, c'est décisif. Alors, l'annonce du président du service militaire volontaire est une bonne annonce de mon point de vue. D'abord, ça met fin à cette imposture qu'était le service national universel, qui était une fausse bonne idée, avec une sorte de colonie de vacances pendant quelques semaines pour des mineurs. Donc franchement, ça a duré 8 ans, ça a coûté beaucoup d'argent, il était temps d'arrêter. Mais ensuite,
c'est une bonne mesure, mais beaucoup trop lente. 3 000 jeunes aujourd'hui, cette année. Il faudrait faire plus. 10 000 en 2030, c'est rien du tout. Sur 800 000, il faudrait aller beaucoup plus vite pour créer ce mouvement d'appartenance. François, j'ai une question générale. Moi, je voulais réagir sur ce que vous avez dit sur l'Europe. Bon, c'est toujours un peu le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même se dire, moi je suis d'un naturel optimiste, qu'il y a un réveil européen à la fois parce qu'il y a eu cette guerre russe en Ukraine qui a démarré il y a 4 ans, donc c'est quand même aux portes de l'Europe. Et puis, il y a le discours de Trump qui dit en gros, vous les Européens, vous devriez davantage vous débrouiller et, bon, évidemment, continuons à acheter américain quand même, mais dépenser plus pour votre défense, c'est pas nous les Américains qui allons vous protéger. Et est-ce que justement, ça a créé un réveil européen en France, mais aussi chez nos voisins allemands, chez d'autres, la Pologne, qui vraiment est en première ligne aussi face à la menace russe, et qui dit, voilà, nous allons nous équiper davantage, nous allons dépenser davantage d'argent. Alors, il faut la puissance économique pour pouvoir le faire, c'est peut-être la faiblesse française d'ailleurs, mais nous avons cela, et nous, la France, dans ce jeu, nous avons quand même des cartes à jouer avec l'industrie de défense française. Nous avons 2 cartes à jouer majeures. 1, nous avons une belle armée avec des soldats marins et aviateurs exceptionnels, bien commandés, bien formés et avec de la haute technologie. La meilleure armée d'Europe. Aujourd'hui encore, capable de mener des opérations de guerre, mais pas de faire une guerre parce que nous n'avons pas les moyens et il faut obtenir ces moyens le plus vite possible. Le deuxième atout, c'est notre base industrielle technologique de défense qui est exceptionnelle avec une dizaine de grands groupes et des centaines de PME en dessous avec des ingénieurs exceptionnels et le génie français. Nous avons ces 2 atouts. Donc nous devons être leaders dans la construction de cette Europe de la défense de l'Europe et pas la défense européenne, parce que la défense européenne, on en parle depuis des décennies, j'ai fait des sommets franco-allemands, etc., etc. Le seul truc qui a été vraiment concret, c'est les accords de Lancaster avec les Britanniques. Quand il s'est agi de mettre en place cette force des volontaires, qui est une bonne mesure, mais qui n'est pas une mesure fédéraliste, c'est une force des volontaires en respectant les nations, avec un leadership français et anglais, on a pris la force franco-britannique. Donc il faut reconstruire cette Europe de la défense par les pays, en respectant les souverainetés. Les nations. Et je suis d'accord totalement avec vous, il faut profiter de cette opportunité. Elle passe devant nous. C'est un des grands avantages de la situation d'aujourd'hui. Ça devrait être le réveil français et le réveil européen en matière de défense et de sécurité, en résolvant une bonne fois pour toutes la sécurité à l'intérieur des démocraties. Là, on a le problème de la migration et de la délinquance et de la drogue, tous les sujets intérieurs, et puis en réarmant à l'extérieur. Une question d'Éric Nolot, après. Est-ce qu'on a les moyens de se battre sur tous ces fronts ? Alors, je vous ferai une réponse. Parce que ça fait beaucoup de... Je vous ferai une réponse. Nous n'avons pas d'autre solution. Ouais. Et les batailles perdues, c'est celles qu'on ne veut pas mener. Mais c'est pour ça que je trouve un peu dérisoire et franchement pathétique de voir les débats à l'Assemblée sur des sujets qui ne sont pas pour moi les urgences du moment. Franchement, il y a un problème de priorisation des urgences. Parce que tous ces sujets que nous abordons, ils sont essentiels pour la survie de notre pays. Mais juste une précision mathématique. Est-ce que pour vous, la bonne mesure, c'est les 5% réclamés par les Américains et adoptés par les Allemands? Dans mon livre, je suis très mesuré. Pour moi, la bonne mesure, c'est 5 milliards par an pendant 10 ans. C'est la même analyse que Sébastien Lecornu quand il était ministre des Armées, donc j'attends qu'il le fasse. Et autrement que ce qui s'est passé là, puisque le budget a été voté fin février, là, et donc les crédits ne seront pas engagés. Et donc les industriels ne peuvent pas commencer à fabriquer les matériels. Et puis, sur ce modèle, ça nécessite que le trilogue soit réformé. Les industriels doivent fabriquer plus vite, moins cher, et avec un meilleur dialogue avec les ingénieurs de la DGA. Et les états-majors doivent formuler des demandes peut-être plus pragmatiques, moins technologiques, mais on doit mettre ce trilogue beaucoup plus efficace en supprimant tout un tas de procédures dont nous avons le secret dans notre état de droit français. Quand il y a un problème en France, on vote une loi et on croit que le problème est réglé. Et on ne règle absolument rien en faisant ça. Il faut des lois d'exception, comme vous l'avez mentionné pour Notre-Dame de Paris. C'est ce que j'appelle... On ne peut pas les multiplier à l'infini. On a parlé de la situation en Ukraine. Il y a aussi ce déploiement de forces aériennes et navales des États-Unis
Roumanie, non loin de l'Iran, avec une menace évidemment de frappe militaire. Est-ce que ces frappes militaires seraient une solution pour vous, pour détruire la République islamique et son programme nucléaire ou pas? Elle a déjà eu lieu. Cette situation a déjà eu lieu en juin. Ils ont déjà frappé, ils nous ont dit qu'ils avaient réglé le problème. Donc, a priori, si on a besoin de refrapper, c'est qu'ils n'avaient pas réglé le problème. Moi, c'est du simple bon sens paysan, j'habite en Vendée, c'est ce que je vois. Bon. Donc, c'est pas réglé. Donc, s'ils parlent avec une armada, comme on dit dans la presse aujourd'hui, il y a 2 groupes aéronavals, ok, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas réglé le problème en juin quand ils nous ont dit qu'ils l'avaient réglé. Bon, ensuite, moi, je crois qu'on est dans un bras de fer. La force, toujours, le rapport de force. Et le président Trump espère faire pression sur les négociations par cette méthode. N'oubliez jamais, ce n'est pas un chef d'État habituel. C'est un dealer, c'est un négociateur, c'est un type qui fait du commerce. Donc, il ne connaît que le rapport de force et la négociation. Il ne fait pas de la diplomatie. Regardez, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. L'ambassadeur américain qui refuse de venir au Quai d'Orsay alors qu'il est convoqué, suivant les procédures habituelles, c'est très banal. C'est la deuxième fois. Le faire. Et il dit, venez me chercher. Moi, j'irai pas. J'estime que je n'ai pas à répondre à cette convocation. Ils ne sont plus sur les normes habituelles. Le monde a changé. On a quitté les stabilisateurs automatiques habituels, les conventions de Genève, le droit des conflits armés, l'ONU, l'OTAN, l'UE, tout ça, ça répond plus. Ça répond plus. C'est un autre monde. C'est un monde de dealers et c'est un monde de rapports de force. Donc là, il essaie en disant, si tu négocies pas, on va te frapper. Alors, l'efficacité de ces frappes reste à prouver. Une dernière question de François de Rugy. Oui, je pense que quand vous disiez un monde de dealers, c'était pas au sens trafiquant, mais au sens faiseur de deals. Je pense qu'il faut quand même le préciser à nos téléspectateurs. Un monde de commerce. Oui. Voilà. Pas de narcotrafiquants, vous avez des raison. gens qui essayent de... Mais est-ce que, je reviens un peu à l'industrie de défense, je crois que c'est quand même quelque chose de vital. Justement, est-ce que les rapprochements européens, ils sont pas... par en bas, si je puis dire, et parfois par l'industrie. Je ne sais pas quel bilan vous faites, par exemple, vous qui avez été un général de l'armée de terre avant d'être le chef d'état-major des armées, il y a eu un rapprochement franco-allemand dans les chars. Est-ce que vous considérez que ça a été positif? Ça nous a renforcé et les Français et les Allemands et potentiellement les Européens. Quelle est votre analyse aussi sur le remplaçant du Rafale? Est-ce que ça doit être un projet européen? On voit que les Allemands sont un peu réticents. Mais il ne reste qu'une minute, François. Que Dassault ne fait pas toujours ce qu'il faut répondre. pour associer les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, il faut repartir sur cette Europe de la coopération sur des projets concrets. Mais il y a 3 conditions donc, quand on fait un projet à 2 ou à plusieurs. 1, ça doit être plus efficace au plan opérationnel. 2, ça doit être moins cher. Si c'est plus cher, c'est pas la peine. Et 3, il faut respecter la souveraineté industrielle des pays concernés. Ces 3 conditions n'ont pas été remplies sur les projets que vous indiquez, et ce qui explique que ça se piétine. Évidemment, par exemple, la souveraineté industrielle, le groupe Dassault n'a pas envie de livrer aux Allemands tous les secrets, parce que les Allemands ont quitté ce domaine depuis la Seconde Guerre mondiale, et ils voudraient accélérer et connaître nos secrets. Voilà, c'est le même problème que la dissuasion nucléaire pour l'Europe. Les secrets technologiques, ça fait partie de la souveraineté industrielle. Mais on peut coopérer, on doit coopérer. Et la préférence européenne, ça doit être imposé. Moi, je ne comprends pas qu'on continue à acheter le matériel américain. Merci beaucoup, Général Pierre de Villiers, pour le succès des armes de la France aux éditions Fayard. Chose vue, merci beaucoup. Votre discours était Merci de votre invitation. Merci François de Rugy, Merci. Eric Nolot.